Votre invité Sonia Mabrouk, c'est l'eurodéputé Rassemblement National Nicolas Bay. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Nicolas Bay, face au coronavirus, la gestion de la crise par l'exécutif est-elle à la hauteur de la situation selon vous ? Moi, je ne veux pas porter d'accusation à la légère. Évidemment, c'est une situation très complexe et tout le monde doit faire preuve de responsabilité. Mais le sentiment qu'on a quand même depuis le début de cette crise, c'est une forme de légèreté ou en tout cas d'impréparation du gouvernement. D'abord, un changement de ministre en catastrophe, en plein début de la crise, ce qui évidemment était particulièrement malvenu. Et puis ensuite, on a l'impression que les décisions qui sont prises en elles-mêmes ne sont pas forcément mauvaises, mais elles sont toutes prises avec du retard, toujours avec un train de retard. Par exemple, les restrictions de vols commerciaux, beaucoup de pays l'ont fait bien avant nous, on a fini par le faire, mais c'est vrai des restrictions des rassemblements, des grands événements, nous l'avions demandé et finalement ça a été très tardif. C'est vrai aussi par exemple des réquisitions des stocks et de la production de masques. Beaucoup de pays l'ont fait avant nous, on a fini par le faire. Là, je vois que l'Allemagne a déjà, depuis 3 ou 4 jours, interdit les exportations de matériel médical. En France, ça n'a toujours pas été fait. Donc, on a l'impression que le gouvernement, prend un certain nombre de décisions après la plupart des autres pays concernés par le coronavirus, y compris des pays qui sont parfois moins touchés que nous. La situation, vous le savez, évolue quasiment d'heure en heure. Malgré tout, vous dites qu'il y a un manque d'anticipation ? Oui, je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation. Alors peut-être que progressivement, ce manque est rattrapé, mais on voit bien que toute la batterie de précautions nécessaires pour protéger les Français n'a peut-être pas été prise. C'est d'ailleurs ce que nous avions dit dès le début. La restriction de la liberté de circulation, de manière très temporaire, notamment s'agissant des Italiens qui sont provenant des régions, la Vénétie, la Lombardie, particulièrement touchées par le virus, ça nous semblait être des précautions évidentes. Et là, on a eu le sentiment d'une réponse un peu idéologique Nicolas du gouvernement heureusement qui refusait tout contrôle aux frontières. Au début de cet entretien, vous m'avez dit qu'il ne faut pas polémiquer sur ce sujet, c'est ce que vous faites. Non, c'est pas de la polémique. Pointer un manque d'anticipation dans une crise aussi grave, c'est le cas. Non, mais on peut pas être aligné docilement sur les positions du gouvernement. C'est notre rôle de parti d'opposition, d'essayer d'avoir une analyse la plus exacte possible. Moi, je comprends la position du gouvernement qui consiste à essayer de rassurer. Mais le fait d'agir souvent avec retard, eh bien, ça contribue plutôt à inquiéter les Français. Mais le devoir de transparence est respecté. Vous n'avez pas de raison d'en douter. Non, je n'ai pas de raison. Moi, je ne porte pas d'accusation à la légère. J'espère que le gouvernement nous fournit toutes les informations utiles nécessaires. Mais ce que je vois simplement, c'est qu'il y a quelques précautions qui auraient pu être prises sans doute avant. Et encore une fois, beaucoup de pays l'ont fait. À l'inverse, qu'ont-ils fait de bien, de rassurant, parce que vous dites quand même, et vous reconnaissez qu'il y a une forte mobilisation des autorités ? Je crois, oui. Puis je crois surtout que la France est encore, malgré un hôpital qui est en difficulté, nous avons quand même, malgré tout, des dispositifs hospitaliers, des protocoles qui sont performants, qui sont sans doute parmi les plus performants au monde. Et c'est une de nos forces, une de nos chances. Qu'est-ce qu'aurait changé ou qu'aurait changé un contrôle renforcé aux frontières, comme vous le demandez encore d'ailleurs ? Aujourd'hui, on voit bien que tant qu'on n'a pas atteint le stade 3, tout est normalement fait pour essayer de limiter la propagation du virus. Donc, le fait de faire des contrôles aux frontières en demandant par exemple à ceux qui viennent de Vénétie ou de Lombardie de ne pas se rendre sur le territoire français pendant quelques semaines, ça fait partie de la batterie de précautions qu'on aurait pu prendre. Ça se saurait si le nuage de Tchernobyl ne dépassait pas les frontières. Non, mais en l'occurrence, le virus, il est transporté par les personnes. Jusqu'à démonstration du contraire, il n'est pas d'ailleurs transporté autrement que par les personnes qui sont elles-mêmes infectées. C'est-à-dire que c'est pas transporté par exemple par les marchandises. Donc le fait de contrôler, de limiter, encore une fois, pendant une courte période, les déplacements, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, c'est sans doute de nature à limiter la propagation du virus. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait selon vous ? Est-ce que c'est par idéologie ? Oui, c'est possible qu'il y ait un peu une démarche idéologique, le refus un peu par principe de remettre en cause les grands dogmes, notamment celui de la libre circulation. Mais ça voudrait dire que les scientifiques sont imbibés d'idéologie, qu'ils sont des sans-frontiéristes aussi, les médecins, parce que ce sont aussi des médecins, des autorités sanitaires et scientifiques qui disent que ce contrôle massif aux frontières ne sert à rien. Oui, ils disent d'ailleurs pas tout à fait ça quand on les écoute. Ils disent que c'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé et beaucoup de médecins. Oui. Ils disent que ce ne sera pas forcément déterminant, mais en réalité, on sait qu'il n'y a pas de solution magique et on sait qu'en réalité, le principe, c'est pas une seule précaution, une seule mesure qui sera efficace, c'est en réalité une accumulation de mesures. Voilà, et celle-là, on faisait partie. Est-ce que la France, selon vous, Nicolas Bay, doit prendre alors des mesures aussi drastiques, puisque vous avez parlé de l'Italie, que notre voisin, justement, avec des écoles et des universités fermées ? La question, oui, en effet, peut se poser. Je ne dis pas, moi, qu'il faut le faire. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis ni médecin ni scientifique. Mais ce sont aussi des décisions politiques. Bien c'est sûr, la question que je vous pose. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on a pris beaucoup de mesures avec un train de retard.
j'espère que ce ne sera pas le cas dans ce domaine-là. On a aujourd'hui une explosion du nombre de cas. On n'a jamais eu une hausse aussi forte dans la journée d'hier. Donc s'il y a des nécessités de confinement et de fermeture, par exemple, d'établissements scolaires, j'espère qu'elles seront prises à temps et pas avec quelques jours de retard. Mais en même temps, vous souhaitez que le scrutin municipal se tienne d'ici à 10 jours. Écoutez, pour ça, pas de confinement, non, pas de fermeture, encore, surtout pas. Moi, je dis pas ça. D'ailleurs, je dis que si vraiment, pour la sécurité sanitaire, pour la santé des Français et parce que leur vie est en danger, il faut quand même pas oublier que c'est pas une simple grippe, que le taux de létalité est au minimum 20 fois supérieur à celui de la grippe saisonnière. Donc, on peut pas jouer avec la santé publique. Donc, s'il y avait la nécessité de reporter les municipales, il faudrait pas se l'interdire. Attendez, je dis pas qu'il faut le faire par principe. Je dis pas qu'il faut, d'une manière générale, arrêter toute activité, tout déplacement. Mais s'il y avait le moindre danger avec ces jours à venir et probablement le passage au stade 3, vous, au Rassemblement national, vous dites, pourquoi pas reporter ces élections municipales. Il faudrait être prêt à le faire. Et d'ailleurs, moi, quand je vois Christophe Castaner qui dit non, de toute façon, elles auront lieu alors que c'est encore dans 10 jours et qu'on connaît pas la situation, ne serait-ce qu'à 2 ou 3 jours de distance, là aussi, je suis un peu étonné de cette affirmation. Qu'ils disent qu'a priori, elles seront pas reportées, je peux le comprendre. Qu'ils affirment de manière un peu péremptoire que de toute façon, en toute hypothèse, elles ne le seront pas. Oui, j'avoue être un peu étonné. Je pense qu'il ne faut s'interdire aucune décision, aucune précaution qui permettrait de sauvegarder la santé et la vie des Français. Nicolas B, est-ce qu'il y a un lien entre le coronavirus et les migrants en Europe? Ça, je ne le crois pas. Ah bon? Viktor Orban, le leader hongrois, a fait lui un lien entre les migrants. Viktor Orban, dont vous partagez beaucoup d'idées, a fait un lien entre les migrants qui sont massés à la frontière gréco-turque et le coronavirus. Son gouvernement a présenté les migrants comme autant de menaces et de risques sanitaires pour les pays européens. En fait, c'est la question de la libre circulation qu'on évoquait il y a quelques instants. Il a raison maintenant, finalement. Mais il a évidemment raison. Le fait qu'il y ait des personnes... Migrants égale contaminés au coronavirus. Des personnes qui viennent de pays extérieurs et dont on ne connaît pas toujours la provenance, il y a un risque potentiel qu'ils transmettent le virus. C'est évident. Ce sont des Syriens, des Afghans, des Somaliens, pas des pays où le coronavirus est particulièrement présent. C'est surtout en Europe d'ailleurs qu'il se développe. Il peut y avoir peut-être des Iraniens aussi. En réalité, on ne sait pas. Par définition, lorsqu'ils sont migrants clandestins, souvent leur pays d'origine est purement déclaratif, sans possibilité de contrôle. Donc, c'est Viktor Orban, en limitant les possibilités de passage de la frontière hongroise, défend les intérêts de la Hongrie. Il a parfaitement raison de le faire. C'est une prudence élémentaire. Indépendamment de la question migratoire, c'est un autre sujet. Ce n'est pas encore un amalgame. Migrants égale forcément contaminé au coronavirus. C'est un petit peu ce qui est induit. Non, mais dès qu'il y a une mesure de bon sens qui est prise, immédiatement on dit aussitôt, c'est scandaleux. Non, c'est pas scandaleux. Il est dans son rôle. Il est Premier ministre de la Hongrie. Il considère que faire venir des gens en Hongrie en ce moment, alors qu'il y en a certains qui potentiellement sont contaminés, ça représente un risque pour son peuple. Et donc il prend une mesure de bon sens qui est de contrôler la frontière. L'Union européenne ne cédera pas au chantage turc. Les chefs de gouvernement européens veulent protéger leurs frontières de l'invasion migratoire telle qu'elle est en tous les cas promise par la Turquie. La fermeté est là, affichée, revendiquée? Non, rien du tout. Pourtant, attendez, les frontières de la Grèce, l'espace Schengen reste fermé. Pas du tout. Où est la solidarité européenne aujourd'hui? La Grèce est seule, en réalité, face à une pression migratoire absolument dramatique. Le sultan islamiste Erdogan organise sciemment l'invasion du continent européen. Et on a versé à la Turquie des sommes absolument considérables. Vous savez pourquoi? Depuis 20 ans... Monsieur B, vous savez pourquoi? Oui, je sais. 4 millions de Syriens en Turquie. Si le Turc Erdogan... En réalité, il y en a beaucoup. 3,3 millions. Oui, en réalité, parmi ceux qui sont les réfugiés qui sont en Turquie, il y en a beaucoup qui ne viennent pas de Syrie. En réalité, il y en a qui viennent de plein de pays, y compris du Pakistan, de l'Afghanistan, etc. Oui, mais 4 millions de migrants ou de réfugiés, si Erdogan ne les avait pas accueillis, on peut se demander ce qui se serait passé aussi. Non, mais il fuit la guerre en Syrie. L'argent a été distribué. Il fuit la guerre en Syrie, non, mais pas seulement. On a versé 6 milliards à la Turquie dans le cadre du contrôle migratoire, ce qu'elle fait assez mal d'ailleurs, mais on a versé en totalité depuis 20 ans 50 milliards d'euros. On a versé 15 milliards au titre des fonds de préadhésion et 30 milliards dans le cadre de la Banque européenne d'investissement, c'est-à-dire pour financer des entreprises et des infrastructures en Turquie. Ce qui fait de la Turquie le pays hors Union européenne qui a touché le plus d'argent de l'Europe, du monde entier. Vous m'avez dit il y a donc aujourd'hui, excusez-moi, mais aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est
de protéger nos frontières. Où est la solidarité européenne? Il faut faire en sorte que l'ensemble des nations européennes se sentent concernées. Les frontières de la Grèce ne sont pas fermées? Non. L'espace Schengen ne sont pas fermés en réalité, la Grèce a toutes les peines du monde à contrôler sa frontière. Or, à cause de Schengen et de la libre circulation, eh bien, la frontière grecque, c'est notre frontière. Ensuite, il faut une riposte. Riposte politique, remettre en cause le processus d'adhésion et remettre en cause les financements versés à la Turquie. Riposte diplomatique, rétablir des relations avec la Syrie et peut-être même remettre en cause la place centrale qu'a aujourd'hui la Turquie dans le cadre de l'OTAN. Et enfin, riposte économique, parce qu'aujourd'hui, 41% du commerce turc extérieur se fait en direction de l'Union européenne grâce à l'Union douanière. Vous parlez beaucoup de l'Union européenne, mais le vrai maître du jeu, et on l'a vu avec l'accord dont on a parlé dans le journal du 8h, c'est Poutine. Bien Merci, sûr. Nicolas B. Oui, il est capable, lui, d'agir là-bas, ce que les nations européennes sont incapables de faire. Ce matin, sur Europe 1, merci à vous.